bienvenue dans cette conférence au calme. Voilà, on ne sait pas si vous êtes là uniquement parce qu'il y a un temps de merde ou si le thème vous intéresse vraiment. En tout cas, merci. C'est sûrement l'endroit le plus au sec de tout le festival, donc on espère que vous allez passer une bonne heure avec nous. On est ensemble une petite heure. L'idée, c'est de parler justement de cet enjeu fondamental. Moi, je m'appelle Axel Roux, je suis rédacteur en chef du média Vaquita. Vaquita, c'est un média d'investigation créé par Hugo Clément. On traite des questions environnementales et aussi beaucoup de questions autour du bien-être animal. Et pour cette conférence exceptionnelle, je suis entouré de deux personnes aussi exceptionnelles. La première, c'est Charlène Descolonges. Elle est hydrologue, conférencière, lanceuse d'alerte aussi sur la question de la surexploitation de l'eau. Et elle sera aussi en dédicace à la librairie pour un livre super qu'elle a sorti sur l'eau. Un tonnerre d'applaudissements pour elle. Merci. Merci. Et la deuxième, je ne sais pas si on doit encore la présenter, c'est l'hilarante Swan Périssé. Bonjour à tous. Ça va ou quoi? All right. Swan, je ne sais pas si on peut encore te présenter, on t'a vu un peu partout cette année avec ton podcast vivant, spectacle Il y a plus de saison, dans lequel tu invitais des spécialistes de l'écologie pour les roaster et aussi pour se marrer sur ce qui nous attend tous, c'est-à-dire la fin du monde. La fin du monde, exactement. Voilà, moi je suis pas spécialiste de l'eau, mais j'aime bien faire des blagues sur le désespoir. Voilà. C'est parfait, on est dans le thème. Juste du coup pour commencer, on va essayer de casser la tradition sur les conférences sur l'environnement et en particulier sur l'eau, de commencer tout de suite dans le dur avec les très mauvaises nouvelles, c'est-à-dire les sécheresses meurtrières. Bon, là c'est pas le cas. La guerre de l'eau. Et on va plutôt commencer, je vais vous poser à chacune cette première question. Est-ce qu'on a une bonne nouvelle sur le front de l'eau à annoncer ? La bonne nouvelle, c'est qu'on a de l'eau. Ouais. Non, en vrai, quand on regarde la carte de 2023 à 2024, on avait deux France complètement différentes. On avait des nappes complètement à sec en 2023. 80% de la France était en déficit d'eau. Et là, on se retrouve à avoir trop d'eau. Et effectivement, un mois de juin où on est complètement sous l'eau. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on aura des nappes pleines pour l'été. Et donc, on sera peut-être un peu plus résilient par rapport aux sécheresses. J'ai noté une stat, parce que j'ai fait quelques recherches. Le BRGM, donc c'est le Bureau de recherche géologique et minière, tu connais mieux évidemment. C'est le service qui assure la surveillance des nappes phréatiques. Au mois de mai, on était à 65% des niveaux des nappes phréatiques au-dessus des normales mensuelles. C'est notamment dû à ce printemps pourri qu'on a, mais en fait, c'est une super nouvelle. C'est ça. Et l'an dernier, c'était 70%. Inverse, où on était en dessous des normales de saison. Donc c'est vrai que là, on balance entre les extrêmes et c'est effectivement en lien avec le changement climatique. Donc je ne sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle. Évidemment. Swan, est-ce que tu as une vue... Enfin, je sais que tu suis beaucoup quand même l'actualité autour de l'écologie et de l'environnement. Est-ce que tu as vu une bonne nouvelle, toi ? Oui, j'ai une bonne nouvelle, c'est que les castors sont revenus. Du bruit pour les castors. Donc il y a plus de castors. La population des castors a augmenté de 60% en combien de temps, Charlène ? En 60 ans. En 60 ans. Et c'est l'année du castor. Et en plus, c'est l'année du castor. Je savais pas. Alors, je vous avoue que c'est Charlène qui m'a donné la bonne nouvelle juste avant parce que j'avais pas trop de connaissances sur l'eau. Et pour moi, c'était que des gros rongeurs. Mais apparemment, les castors, en fait, ils construisent des petites maisons sur les rivières et les fleuves. Et ça crée des zones humides qui sont très importantes pour la biodiversité. Donc, les castors sont revenus. Voilà, ça c'est le cri de ralliement des castors. C'est le moment engagé pour la biodiversité, c'est ça. J'ai une deuxième question, alors dit comme ça qui paraît un peu con, mais il y a un truc, il y a un twist. C'est est-ce qu'on a un rapport particulier individuellement à l'eau ? Je sais pas, en tant que Français ou en tant qu'autre nationalité, est-ce qu'on a un rapport à l'eau en fait ? Bon, déjà, en tant qu'être humain, on est à 70% composé d'eau, donc c'est déjà un premier rapport. Et aussi, un des rapports dont on parle le moins, c'est celui de l'empreinte eau. Je vais faire un petit sondage dans la salle. On connaît tous notre empreinte carbone. On est à We Love Green Festival, donc on est au top. Est-ce que vous connaissez votre empreinte eau ? Par litre par jour, par Français. Swan, tu as une idée ? Non, je pense que notre utilisation, sans penser aux objets et tout, juste en tirant la chasse, en prenant des douches et tout, je crois que c'est 170 litres par jour. C'est à peu près ça, on est à 150 litres, c'est à peu près ça. Toi, quand t'es parti en voyage, c'était beaucoup moins, je crois. Oui, j'ai vécu dans une caravane et je me lavais très peu pour des raisons écologiques, mais aussi parce que j'aime pas trop ça. J'aurais pas dû dire ça. Mais non, ça a été
une façon d'expérimenter comment se laver aux gants, comment se laver dans la rivière, comment ne pas se laver. Et ouais, c'était assez intéressant, mais c'était surtout assez fou de se rendre compte que juste, genre, même pour faire ta vaisselle ou cuire ta nourriture, tu as besoin de litres et de litres d'eau par jour. Et quand tu t'intéresses un peu aux intérieurs de maison, tu te rends compte que on utilise au quotidien beaucoup plus d'eau que ce dont on aurait besoin. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire un petit caca dans les toilettes sèches du festival. Un peu un manque de glamour, mais un max d'économie d'eau. Et du coup, pendant ton road trip, tu mangeais. T'étais pas non plus toute nue, j'imagine. Ça dépend des jours. Ça dépend. Et en fait, il se trouve que quand on porte un t-shirt en coton, on porte sur nous 3000 litres d'eau, à peu près. Quand on mange un burger avec de la viande, on mange 5000 litres d'eau. Et en fait, tout ça, c'est de l'empreinte eau. Donc au quotidien, si on fait la somme de tout ça, on arrive à peu près 5000 litres d'eau par jour, par Français, à travers notre alimentation, nos vêtements et tous les objets du quotidien. Donc 5000 litres, c'est l'équivalent de 25 baignoires à peu près. Donc en fait, on consomme beaucoup plus d'eau. C'est de l'eau invisible. On appelle ça de l'eau invisible. Que ce qu'on pense. Donc c'est un lien à l'eau qui est invisible, mais qui est pourtant bien réel. Et ça, est-ce qu'il y a une différence entre l'eau invisible consommée en France et complètement différent par rapport à d'autres pays? Est-ce qu'on a des idées de grandeur? Absolument. Un Américain, c'est à peu près 9000 litres d'eau par jour. Un habitant de la République démocratique du Congo, c'est 1500 litres à peu près. Donc ça donne une idée déjà du niveau de vie, et l'empreinte eau, c'est complètement lié. Est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire de la soif. Non, mais moi j'ai dit ce que j'avais à dire sur l'eau. C'est badant, quoi. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on a fait cette conférence et qu'on l'a appelée Au calme. Parce que l'idée, c'est aussi de réfléchir à la surexploitation de l'eau, justement, et de se dire qu'à un moment donné, il va sûrement falloir ralentir la question de l'exploitation de l'eau, l'usage qu'on en fait, qu'il soit visible ou invisible. Et pour ça, il va falloir aussi s'adapter. Et j'avais noté des choses super intéressantes. En tout cas, il va falloir s'adapter, Charlène. Ouais, il va falloir s'adapter, mais même régénérer, c'est-à-dire aller au-delà de l'adaptation. En fait, on parle souvent des crises de l'eau et ça nous fait peur. Swan, tu viens de le dire, on n'a pas forcément de solution par rapport à ça. Mais en fait, il y en a, et le castor en fait partie. C'est une des solutions pour régénérer les hydrosystèmes. En fait, le but, c'est de ralentir l'eau parce qu'on l'a complètement accélérée. Et on a accéléré nos modes de vie. Je pense que Swan et moi, on n'arrête pas on est tout le temps à donf sur les routes de France, on accélère. Mais en fait, l'eau, c'est pareil, on l'a accélérée parce qu'on a pompé énormément d'eau dans les nappes, à tel point qu'on a élevé le niveau marin à force d'avoir pompé dans les nappes, à tel point qu'on a changé l'orbite de la Terre, tellement on a pompé dans les nappes. C'est-à-dire qu'on a élevé le niveau marin avant les effets du changement climatique, juste par les prélèvements de cette eau. En fait, on a passé une eau qui est en cycle long, qui met une centaine, des milliers d'années à se renouveler, et on l'a fait passer d'un coup à un cycle court où elle va s'évaporer, couler dans les rivières, revenir aux océans. Mais on l'a fait de manière tellement massive à l'échelle humaine, sur une centaine d'années, qu'on a complètement déréglé le grand cycle de l'eau. À force de bitumer les sols, à force de retourner les prairies, de drainer, de détruire des zones humides, en fait, la goutte de pluie, quand elle arrive sur Terre, elle fait que ruisseler. Elle n'a pas le temps de s'infiltrer et de recharger les nappes. Donc, le but du jeu, ça va être de la ralentir. Et comment on va faire ? On va céder du castor, on va céder des zones humides, on va laisser les nappes tranquilles, éviter de construire des méga-bassines pour l'agriculture intensive, mais justement, laisser le temps à la goutte de pluie de s'infiltrer et de recharger la nappe. Il y a une donnée qui est assez badante, qui est sortie l'année dernière. C'était une étude scientifique qui expliquait qu'on avait dépassé la limite planétaire pour la question du cycle de l'eau. Vous connaissez sûrement, on en entend tous parler dans les médias, etc. Il y a différentes limites planétaires à ne pas dépasser. Le cycle de l'eau en fait partie. Alors, Charlène, du coup, ça veut dire quoi ? Parce que ça fait un peu bader et un peu peur, ce type d'annonce. On a un peu l'impression qu'on va tous crever. Toi, en tant qu'hydrologue, du coup, en quelques mots, comment tu peux nous expliquer les enjeux de tout ça ? Alors, très rapidement, c'est en lien avec ce que je viens de dire. On a deux limites planétaires pour l'eau. Il y a l'eau verte et l'eau bleue. L'eau verte, c'est toute l'eau qui est prise par le végétal et qui l'évapotranspire, qui le met dans l'atmosphère.
Et en fait, les scientifiques le mesurent avec l'humidité des sols. Et en fait, en ce moment, on le voit très bien, les sols sont gorgés d'eau ou les sols sont trop secs. Il y a des extrêmes, il n'y a pas de juste milieu. Et l'eau, c'est pareil, dans les cours d'eau, soit elle coule trop vite et trop importante, soit il n'y en a pas. En fait, on balance entre ces extrêmes et on constate ça à l'échelle planétaire, partout dans le monde. On a ces extrêmes entre des sols trop secs ou trop humides, ou des rivières en crue ou des rivières à sec. Et donc, encore une fois, le but du jeu, ça va être de ralentir, de régénérer l'eau à travers tout ce que je viens de dire. Mais en fait, on peut très bien le faire à notre échelle, en changeant notre alimentation, en mangeant végétarien, en mangeant moins de viande, tout ça en fait contribue à garder les prairies en place et ça permet de garder de l'eau dans les sols. On déforeste moins et les forêts, c'est hyper important parce qu'elles captent les pluies et elles régénèrent la pluie. Les forêts sont hyper fortes, plus fortes que n'importe quelle technologie. Et donc si on mange moins de viande, on préserve aussi les forêts, on préserve aussi les océans si on mange moins de poissons. Enfin, vraiment, tout est lié à l'eau. Et donc, notre alimentation est le levier le plus fort pour ralentir l'eau. Et ça, c'est à l'échelle individuelle ou c'est où il faut mettre en place des politiques qui vont vers là aussi? Alors là, il faut essayer de transformer Ouais. les cantines ou les trucs comme ça. Absolument. En fait, on peut tous le faire à l'échelle individuelle et aussi au sein de nos organisations, dans des entreprises, etc., en organisant des repas végétariens, en allant visiter aussi des fermes qui sont hyper exemplaires. Je ne sais pas si tu en as vu, toi, Swan, dans ton voyage, tu as rencontré des fermes qui prennent soin des sols, des zones humides, de l'eau, etc., qui cultivent en bio. Voilà, en fait, privilégier une alimentation saine et à l'échelle individuelle et collective, c'est hyper fort, quoi. Je sais pas si tu avais vu des choses. Bah ouais, moi j'ai visité plein d'écolieux un petit peu à travers la France. Tu avais une chaîne, enfin tu l'as toujours d'ailleurs, YouTube et Insta, Vers chez vous. Ouais, Dans j'ai créé une chaîne qui s'appelle Vers chez vous, VERT chez vous, et j'allais chez les gens pour les aider à mettre en place des initiatives écologiques. Donc à propos de l'eau, on a fait plein de trucs, on a construit des récupérateurs d'eau de pluie, on a essayé de régénérer des sols, on a essayé de... Moi j'essaie en ce moment de rénover mon appart pour que y ait de l'eau pas forcément potable qui arrive aussi à la maison pour, je sais pas, genre laver les sols ou des trucs comme ça. Mais bon, encore une fois, c'est des échelles très très individuelles. Mais ce que j'avais vu qui était incroyable dans un endroit qui s'appelle la Ferme Légère du côté de Pau, où c'est un endroit qui va être hyper sollicité par les sécheresses et tout. Enfin, hyper sollicité. Pardon, ça n'a aucun sens. Il va y avoir beaucoup de sécheresses. Et ben, en gros, ils sont à peu près 18 personnes à l'année à vivre tout le temps là-bas. Et là-bas, non seulement ils puisent de l'eau d'un puits, ça leur fait à peu près 70%, 80% de l'année, mais ils ont des immenses toits, donc ils ont construit tout un système avec des gouttières pour ramener l'eau dans des espèces de bacs à réception d'eau de pluie. Et après, c'est pas si compliqué finalement de filtrer ces eaux de pluie pour qu'elles redeviennent potables. Donc ils ont un espèce de système comme ça qui fonctionne. Et quand il pleut, c'est un peu la merde parce qu'il n'y a plus d'électricité, parce qu'ils ont des panneaux solaires, mais les gens sont contents parce qu'ils disent on va pouvoir se doucher plus longtemps. C'est un peu un délire, mais... Donc genre, on peut pas trop regarder de films parce qu'il pleut, mais on va pouvoir se laver, et ça c'est chouette. Il y a un autre truc aussi dont tu as fait une vidéo là-dessus et j'ai adoré parce que... on jette de l'eau virtuelle à travers le gaspillage alimentaire. On jette en moyenne 500 litres d'eau par jour via le gaspillage alimentaire, parce qu'à chaque fois, vu que c'est de l'empreinte eau, chaque fois ce qu'on mange a nécessité de l'eau dans son processus de fabrication. Si on jette 30% de notre alimentation, on jette 500 litres d'eau à la poubelle. Donc un des leviers, ça va être de reboucler le cycle en faisant le compost. En compostant nos restes alimentaires ou voilà, en rebouclant le cycle, on remet de l'eau quelque part dans le sol et on nourrit le sol. Dès qu'on a un sol vivant, riche en matière organique, il se transforme en éponge et il est capable d'absorber la pluie. Et ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, j'ai des conseils sur ça, parce qu'apparemment, je suis devenue la conseillère de ce que vous pouvez faire à la maison. Mais en gros, moi, donc pendant 2 ans, j'ai fait vraiment tout ce qu'on pouvait faire à l'échelle individuelle à la maison. Donc je peux témoigner de ce qu'il faut faire et de ce qui va vous faire perdre un maximum d'énergie et de temps et faire que vous allez manger des McDo en pleurant dans votre lit parce que vous n'avez pas réussi à construire vos propres toilettes sèches et surtout à vous débarrasser de vos selles. Bref, c'est hyper spécifique. Mais en gros, il y a une personne qui rigole, ça me fait vraiment plaisir. Et moi-même, parce que je me fais beaucoup rire. Il faut commencer par là, quand on veut devenir humoriste. En gros, le compost à la maison,
Si vous avez des petites notions de bricolage, vous pouvez le faire en achetant 3 seaux et en faisant un peu de plomberie. Mais moi, je vous conseille vraiment d'acheter des... Tu sais, c'est vachement à la mode, les lombricomposteurs. Je vous déconseille de l'acheter neuf parce que ça va être un gros truc en plastique. Mais vous pouvez complètement, même à l'intérieur de votre maison, si vous avez un balcon, c'est encore mieux. Mais acheter un lombricomposteur, vous pouvez l'acheter sur le Bon Coin parce qu'il y a plein de gens qui se sont motivés à le faire et qui ont renoncé. Et le lombricomposteur, ça marche vraiment, quoi. Donc tu as des lombrics, un peu de terre et tu mets juste tes épluchures de légumes. Et après, ça se transforme en lombrité, ce qui est le jus de caca des lombrics. Et vous pouvez le mélanger avec de l'eau et arroser vos plantes avec. Voilà, donc vous n'avez pas besoin forcément d'une terre hyper fertile pour mettre votre compost dessus, parce que j'essaie de bidouiller des trucs comme ça. J'ai acheté un appartement, c'est un peu une maison, et j'ai pas mis l'eau, j'ai pas mis l'électricité, mais j'ai déjà commencé à travailler le jardin. Donc il y a des explorations de différents composts qui se désagrègent pas. Donc ce qui marche le mieux, c'est vraiment le lombricomposteur. Voilà. Charlène, quand on parle comme ça de ces sujets, qu'on remet les ordres de grandeur, on a des fois l'impression que c'est un mur immense qui est face à nous. Pourtant, en fait, il y a plein de solutions qui peuvent être appliquées dès demain, dès aujourd'hui, même en fait, que ce soit dans les villes et dans les campagnes. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Les solutions individuelles ou collectives ? Non, collectives aussi. Collectives. Ouais. Ben, ça, c'est hyper important parce que on voit bien que le colibri qui fait sa part, c'est à ses limites. Et puis même, on s'épuise parfois à faire tout ça. Et la meilleure manière d'agir collectivement, il y en a plusieurs. On peut agir au sein de son entreprise, transformer le modèle d'entreprise, c'est hyper puissant. S'engager dans les associations, les collectives, les initiatives citoyennes qui vont faire bouger les lignes, qui vont faire bouger les choses. Alors là, il y en a plein, et je peux laisser aussi Swan compléter si tu as des exemples. S'opposer à des projets écocides comme les méga-bassines, comme voilà, on a tous parlé, on sait tous que c'est aberrant ce genre de projet. Et puis le vote. En fait, il y a 2 super pouvoirs, mais je vais faire que de redire ça. Il y en a beaucoup d'autres qui l'ont dit avant moi, mais on a 2 super pouvoirs. C'est l'acte d'achat, la carte bancaire et la carte de vote. Et choisir son candidat pour les prochaines élections, c'est aussi hyper important. Là, il y a les européennes qui arrivent. Les européennes votent la politique agricole et c'est eux, après, qui permettent de construire ou pas des méga-bassines indirectement. Donc, c'est hyper important. Les actions collectives, elles sont fondamentales. Et qu'est-ce qu'il faut transformer dans les villes et dans les campagnes ? On entend, tu as dit tout à l'heure, je crois, on pourrait faire des villes éponges. C'est quoi ça veut dire quoi concrètement ? En fait, il faut... alors, si vous habitez en ville et que vous en avez marre du béton, vous avez 2 options. Montez un collectif de citoyens et construisez votre mare. Moi, ce que je dis souvent, c'est quand on a marre, creuse ta mare. Très bon slogan. Excellent. Quand on a marre, tu creuses ta mare, n'importe où, tu t'en fous. Tu y vas, tu fais ton potager, voilà. Et puis encourager, allez interpeller vos élus parce que c'est eux qui ont les pouvoirs de construire ou pas des routes qui vont déforester, qui vont bitumer les sols, etc. C'est eux qui ont le pouvoir de résorber les fuites dans les réseaux d'eau potable. C'est eux qui ont le pouvoir de relocaliser leur alimentation. En fait, allez voir vos élus, parlons-en avec eux pour les inciter à avoir des actions collectives là-dessus. Vraiment, pour moi, je suis certaine que c'est à l'échelle des territoires que ça se joue. Donc, il faut s'intéresser forcément à la vie municipale, à ce qui se passe près de chez soi. Et voilà. Et en campagne, j'imagine que première chose, c'est arrêter l'artificialisation des terres, arrêter la bétonisation, arrêter tous ces projets, par exemple, de construction de nouvelles autoroutes comme la 69. Des parkings, des zones commerciales. Thomas Braille était juste là avant pour nous en parler. Je sais que moi, j'essaye d'habiter à Montpellier. Je dis j'essaye parce que vu que je suis en tournée tout le temps, j'y suis pas souvent. Mais je sais qu'à Montpellier, par exemple, on va commencer à manquer très sérieusement d'eau. On a reçu de la documentation dans nos boîtes aux lettres qui explique que maintenant, plus tu vas consommer d'eau, selon, je crois, le nombre d'enfants que tu as d'ailleurs, enfin le nombre de personnes qui vivent avec toi. Moi, par exemple, je vis seule. Et en gros, plus tu consommes de l'eau, plus l'eau va coûter cher au litre. Des trucs comme ça. Donc, c'est hyper intéressant. Et c'est mieux de faire ça que d'être dans un immeuble de 70 à faire ton lombricomposteur et à dire aux gens « Regardez, les vers de terre, c'est pas si sale !» Genre vraiment, je pense qu'il y a vraiment un truc un peu plus efficace en faisant ça, quoi. Et je crois que... J'ai écouté un podcast de Green Letter Club, je sais pas si vous connaissez, c'est vraiment trop bien, il faut écouter ce podcast. C'est des interviews avec des gens très pointus sur des questions écolo.
En gros, c'était un mec qui racontait que les luttes écolos se faisaient de plus en plus de façon locale et régionale parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plus d'efficacité. Donc je te rejoins là-dessus, de vraiment s'ancrer dans un territoire, regarder quels sont les enjeux autour de l'eau, autour de chez soi. Ça peut être pareil sur l'artificialisation des sols, etc. Et je finirai juste là-dessus. J'ai reçu dans mon incroyable podcast qui s'appelle « Il y a plus de saison », vous devriez écouter et venir le voir sur scène. C'est beaucoup plus drôle qu'ici. Et bref. Et c'est normal, c'est normal, ici c'est hyper sérieux. Et en gros, j'avais reçu Fatima Wassak qui m'expliquait qu'il y avait eu un combat auquel elle avait assisté pour pas que se construise un espèce de Center Parcs dans un endroit du Jura. Et elle m'avait expliqué que ça avait fonctionné parce que les gens étaient venus avec des fourches. Donc on avait fait une blague dessus, j'ai dit donc il faut absolument avoir des fourches dans son combat. Et bien sûr, c'était pas ça qu'elle voulait dire. Elle disait en fait les gens de ce coin du Jura, ils ont réussi à obtenir gain de cause parce qu'ils connaissaient leur terre. Ils connaissaient aussi leurs voisins, leurs voisines. Ils avaient surmonté des conflits avec eux et elles. Ils avaient ensemble décidé à quoi ressemblerait la région. Et donc ils ont pu s'unir pour lutter de façon beaucoup plus efficace contre ce truc. Et elle comparait ça avec, par exemple, quelque chose qui se passerait... Bon, pour le coup, sa spécialité, c'est vraiment dans les banlieues des grandes agglomérations. Et elle dit, là, c'est beaucoup plus galère. On ne se connaît pas. On n'arrête pas de nous dire que la terre n'est pas à nous. On se fait traquer par la police. C'est encore autre chose, etc. Mais donc, vraiment, de s'ancrer dans un territoire, ça aide plus tard à lutter et à prendre des décisions communes. C'est là qu'on se rend compte que la démocratie, finalement, et vraiment la vie associative peut servir l'écologie au-delà de lutter contre l'éco-anxiété ou de faire un truc le week-end et de trouver des gens à qui faire des avances. C'est vraiment pouvoir lutter quand il y a quelque chose qui arrive et prendre des décisions ensemble. Il y a une chose que tu as parlé là à Montpellier sur la nouvelle tarification de l'eau. Ça, c'est un truc qui est hyper important. Il y a une ville, je crois que c'est Toulouse, qui va mettre en place à partir de là, le prochain mois, je crois que c'est pour l'été, une nouvelle tarification de l'eau. Donc l'eau va coûter plus cher en période d'été, moins cher derrière en période hivernale, mais il y a beaucoup d'enjeux sur que cette tarification elle soit adaptée socialement aussi, qu'elle puisse être différenciée selon par exemple les revenus des personnes. À Toulouse par exemple, qui est une mairie socialiste je crois, Moudinque c'est la droite, excusez-moi, ils ont fait le choix je confonds avec justement la 69, etc. Enfin, voilà. Carole Delga, si elle nous écoute. Donc ils ont fait le choix, eux, de ne pas appliquer une tarification sociale. Et donc l'augmentation tarifaire de l'eau, elle va concerner à la fois les personnes qui vivent en HLM et à la fois la personne qui a une piscine dans son jardin. C'est injuste. Ce qui est effectivement complètement injuste. Mais on va je pense... le pourtour méditerranéen, dans des enjeux tellement de raréfaction de l'eau que vont se poser ces questions-là du juste prix de l'eau, quoi. Et qui va payer, en fait, qui va payer cette facture? C'est ça. Là, donc Narbonne, Pyrénées-Orientales, qui est en pleine sécheresse, ils n'ont pas une goutte de pluie depuis 2 ans. Les nappes sont à plat, les irrigants, ils ne savent plus quoi faire. Enfin bref. Et à partir de maintenant, le prix a pris 40% de plus. Là, et pareil, ce sera sur la saison d'été et après, ça va diminuer de 40% à partir de l'hiver. Et donc oui, on va vers une raréfaction de l'eau, on va aussi vers un partage de l'eau qui doit être plus équitable. J'étais au téléphone avec un élu du Var qui a gelé son permis de construire parce qu'il n'y avait plus d'eau. Il m'appelle, il me dit, je sais pas, je comprends pas, il y a plus d'eau dans la nappe, on n'a plus d'eau, je ne comprends pas. Je dis, mais vous avez... Votre gestion de l'eau, vous l'avez mutualisée avec d'autres communes? Et en fait, non, il n'avait pas mutualisé avec les autres communes. Ils n'avaient pas fait des investissements supplémentaires pour renouveler les réseaux. Ils avaient 1000 piscines sur leur commune. Et en fait, ils m'ont dit, mais si vous m'enlevez les piscines, moi, il n'y a plus personne dans ma commune. Ça fait partie de la carte postale. Et donc, en fait, on n'est pas prêt, je pense, psychologiquement, à faire face à ces manques d'eau et à ces crises de l'eau. C'est culturel, quoi. Parce que ça remet aussi en cause notre conception de la maison pavillonnaire avec le jardin, la piscine, etc. Et les gazons bien tondus. Mais attends, ça a fini comment cette histoire? Parce qu'il a dit oui, les cartes postales. Et t'as dit ah oui, les cartes postales, je comprends, monsieur, bonne journée. Ouais. Quoi? Mais quel genre de conseillère es-tu? Je suis pas conseillère. Mais en vrai, en fait, il n'y a rien à faire. Pour moi, ce sont des élus qui
qui ont été élus avec une mentalité locale. Et en fait, il leur faut des chocs, je pense, des électrochocs pour agir. Donc après, moi, je leur dis, ben voilà, effectivement, vous avez le prix qu'on appelle incitatif, le palier social et incitatif. Vous avez la mutualisation, vous avez la régie, le fait de prendre la compétence de l'eau dans vos rangs et puis vous la déléguez pas au privé. Enfin voilà, j'ai après donné plein de pistes, mais si tu veux, ça prend du temps en fait. Et à l'échelle d'un mandat, ça passe super vite. Et mine de rien, le sujet de l'eau, ça reste très peu populaire. Et si tu dis, bon, bah, j'augmente le prix de l'eau, bah, t'es quasi sûr de ne pas être élu aux prochaines élections, quoi. Donc c'est un peu touchy. Il y a aussi un sujet énorme autour de l'eau, c'est celui de l'agriculture. Je crois que l'agriculture, c'est 2/3 de ce qui est prélevé, 2/3 de ce qui est consommé. Qui sert à l'agriculture. Notamment, je crois, c'est principalement au maïs. Je crois que 75% des surfaces cultivées agricoles en France sont cultivées pour du maïs. 40%. 45%, pardon. 45% des surfaces irriguées sont pour la culture de maïs. Culture du maïs qui sert principalement à l'alimentation du bétail. À l'alimentation du bétail, c'est du maïs fourrage, etc. Donc, pour manger du saucisson. Pour manger des gros burgers. Voilà. Du saucisson, des burgers, des volailles, ce que vous voulez, ouais. Mais ça pose un sujet énorme, c'est-à-dire que comment on va pouvoir transformer cette agriculture demain, parce qu'on a des exemples juste à côté de chez nous, en Espagne, qui subissent une sécheresse historique sans précédent. Dans la région de Barcelone, je crois ils ont même été jusqu'à envisager de faire venir importer de l'eau par bateau. Ils le font déjà. Hein. Et ils importent de l'eau par bateau depuis Marseille. Enfin, le truc est complètement délirant. Et on a pas mal de conflits autour de l'eau, notamment liés aux puits clandestins. C'est-à-dire, il y a énormément de, voilà, pour les grandes irrigations, les grandes serres qu'on voit partout dans le sud de l'Espagne. Il y a évidemment des besoins en eau qui sont énormes et il y a en fait beaucoup de puits qui sont clandestins et qui forent beaucoup plus profond pour évidemment aller toujours plus loin dans la nappe phréatique pour prendre de l'eau. Et évidemment, après, on se retrouve à arbitrer entre de l'agriculture pour continuer un modèle intensif qui produit énormément pour le reste de l'Europe et derrière des populations qui subissent des restrictions d'eau, de ne pas pouvoir arroser leur jardin ou même... ou leur golf. Ou leur golf, voilà. Hyper dur. Très dur. Encore, on a des solutions. Enfin, je veux dire, notre assiette reflète aussi le modèle agricole qu'on veut voir sur notre pays. Donc, mais là, l'Espagne, par exemple, il y a beaucoup de serres, c'est pour des fruits et légumes. Bien sûr. Donc, des fois, on dit végétaliser l'assiette. Il y a aussi cette question-là. Oui, mais il faut relocaliser aussi. Très importante, du coup. Bien sûr. Il faut relocaliser et se reconnecter vraiment à ça, à cette agriculture. Je ne sais pas si vous connaissez les AMAP, par exemple, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Ça, c'est hyper intéressant. Tu vas chercher ton panier de légumes. Bon, alors, nous, on ne pourrait pas parce qu'on est toujours à droite à gauche et on zapperait complètement notre panier. Mais après, il y a d'autres systèmes et d'autres enseignes qui travaillent avec leurs agriculteurs locaux, les maraîchers. Donc ça vaut le coup d'expliquer comment s'inscrire à une AMAP, si vous ne savez pas. En gros, une AMAP, c'est donc une association de maintien de l'agriculture paysanne. Désolée si vous savez ce que c'est, mais c'est une autre façon de consommer ses légumes. Tu peux trouver la map la plus proche de chez toi en tapant sur Google AMAP et ton quartier ou ton arrondissement ou ta rue, que sais-je. Et en gros, tu donnes de l'argent pour 6 mois ou pour 1 an à un agriculteur ou une agricultrice. Et chaque semaine, tu vas aller dans un même endroit. Tu as 2 ou 3 heures pour aller dans un endroit. Et directement, cette personne va apporter les légumes sur cet endroit. Ça peut être dans une cour d'école, devant un collège, dans une mairie, dans un bar, tu vois. C'est l'occasion de picoler aussi. Et en gros, tu donnes de l'argent à cet agriculteur ou cette agricultrice pour manger ce que cette personne va produire. Et le deal, c'est tu me fournis à chaque fois des légumes et moi, je ne vais pas être tatillon, je ne vais pas chercher à faire des recettes absolument. S'il n'y a pas de tomates, je ne prends pas de tomates. Si la salade est abîmée, etc. Et parfois, tu as beaucoup plus d'un légume que tu ne connais pas trop, ou des trucs comme ça. Et vraiment, si tout le monde pouvait se nourrir là, ce serait génial. En plus, ça crée du lien parce que tu rencontres les gens qui font partie aussi de la map. Et je crois que 2 fois par an ou un truc comme ça, tu dois aider l'agriculteur ou l'agricultrice à sortir les légumes du camion, etc. Donc ça t'apprend. Enfin, déjà, tu es en lien direct avec la personne, le paysan, la paysanne.
Et puis tu manges bien, tu découvres des légumes, ça coûte moins cher que si t'achetais des fruits et légumes bio en supermarché. C'est déjà un pas genre intéressant pour mettre un peu d'écologie dans ta vie, tu vois. C'est ça. Et à l'échelle collective, tu peux passer à l'étape supérieure, c'est le big boss, sécurité sociale de l'alimentation. T'imagines, demain, tu as une carte vitale, mais pour acheter tes fruits et légumes ou ton pain avec des agriculteurs conventionnés. Et à Montpellier, ils sont en train d'expérimenter ça et c'est hyper intéressant. Ils ont tiré au sort des gens. Ok, quelle est votre assiette que vous voulez pour demain, pour manger ? Eh bien, ok, on va aller chercher les producteurs autour de Montpellier qui produisent ces aliments et on va conventionner avec vous et puis vous allez payer un prix selon vos revenus pour avoir cette alimentation-là qui est bio, locale, etc. Et ça, c'est hyper fort, quoi. Et du coup, concrètement, ça se passe comment ? Et ben, en fait, ils se réunissent, c'est une association, mais ils travaillent aussi avec la collectivité Montpellier Métropole pour conventionner avec les agriculteurs. Et chaque semaine, eh ben, ils récupèrent leur panier. Et puis, Si moi j'ai la carte Sécu bonne bouffe, je vais avec ma carte dans un endroit ? Ben, en fait, c'est un endroit, Ouais. Et puis, un peu comme la map, tu te présentes, voilà, je suis bénéficiaire de la sécurité sociale, de l'alimentation, et tu récupères ton panier. Point. Avec selon ton revenu, en fait, c'est un barème selon ton revenu. Et selon tes goûts, apparemment. C'est ce que t'as dit, non ? Ouais, aussi un T'as peu. fait un petit menu, genre. C'est ça. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il nous reste à peu près un quart d'heure, 20 minutes ? Il y a d'autres choses qu'on a prévues, mais je ne sais pas sinon s'il y a des questions dans le public, des personnes qui souhaiteraient interroger Charlène ou Swan. Non ? C'est limpide. C'est limpide, tout est limpide. Bah non, mais du coup, on va enchaîner sur un peu la dernière partie. En fait, quand on a préparé cette conférence, Charlène, tu m'as dit qu'il y avait un thème que tu aimerais bien aborder en lien avec l'eau. Moi, ça m'avait complètement échappé, je dois dire. C'est le lien entre l'eau et le féminisme. C'est-à-dire, toi, en tant qu'hydrologue, justement, c'est quoi ton regard là-dessus ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Ben, c'est hyper lié. Déjà, l'eau, c'est l'énergie féminine. L'eau, c'est les émotions. L'eau, c'est voilà. L'eau lave, l'eau nettoie. Et en fait, les rivières sont considérées un peu comme nos femmes de ménage. Elles font un travail, mais complètement invisible. Elles épurent notre eau sans qu'on s'en rende compte. Et on maltraite nos rivières, mais comme on a maltraité nos femmes, quoi. Et Comme on a maltraité le clitoris. Pardon. Ben oui. Mais puis on a asséché les zones humides, tu vois. Cette métaphore va trop loin. Je Je te laisse imaginer. Vas-y, continue. Hein. Mais voilà, donc en fait, on a considéré les rivières comme un dû, comme un truc acquis. C'est bon, elles travaillent pour nous. Et elles n'ont pas de droit. Elles sont pas du tout représentées. Vas-y. Mais non, j'ai rien à dire, je t'écoute. Et donc, en fait, la Nouvelle-Zélande a reconnu les droits de la Wanganui, un fleuve qui est protégé par un peuple autochtone là-bas. Ils la reconnaissent comme une ancêtre et ils lui ont donné des droits. Et la Nouvelle-Zélande est aussi le premier pays à avoir reconnu les droits des femmes. La France a reconnu les droits des femmes 50 ans après la Nouvelle-Zélande. Et le défi qu'on pose avec d'autres penseurs et philosophes, c'est est-ce que la France va mettre 50 ans à reconnaître les droits des rivières ? C'est pas. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet. En tout cas, elle a mis 2 minutes à reconnaître les droits de Gérard Depardieu, qu'on embrasse très très fort. Cœur, love. Toi, Swan, tu es souvent présentée dans les médias comme écoféministe, justement. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça, le lien ? Bah, moi, j'aime beaucoup cette métaphore de on a asséché nos rivières, on a asséché nos zones humides, pour faire des blagues bien beaufs dessus. Je sais pas, je connais pas très bien, je connais pas assez le sujet, tu vois, pour te dire ce que j'en pense. Après, je sais que pour moi, l'écologie, c'est remettre en question un peu le système comme il est. Et on est quand même dans des sociétés patriarcales et tout, donc forcément, ça questionne comment on vit tous et toutes ensemble, quel est le rôle de chacun dans la société, donc comment on traite les femmes et tout. Ça parle après, concernant l'eau et tout, je sais pas, je constate juste que moi, quand je parle d'écologie, je suis quand même beaucoup écoutée, relayée par des femmes. Ça manque un peu de mecs là-dedans, tu vois, c'est sûr. Mais ça m'arrive souvent, hein, mais quand je croise, y en a même qui sont sur la scène. Aujourd'hui, je vous dirai pas qui, mais je croise parfois des écolos qui disent ouais, moi je suis pas féministe, je suis humaniste et tout. Je trouve ça assez curieux et glauque, on peut le dire, c'est un peu glauque. Je vais vous dire qui c'est. Non, je rigole. Et mais j'ai tellement envie.
Mais oui, c'est sûr que... Non, mais non, oh. Faudra venir voir mon spectacle. Je joue ce soir mon spectacle de stand-up ici à 20h10. On attend des milliers de personnes. Vous serez là? J'ai rien entendu. Est-ce que vous serez là? Wouhou! Bref. Donc oui, je pense que enfin, c'est difficile de parler d'écologie sans penser au féminisme. Après, est-ce que les rivières sont à protéger comme les femmes le sont? Est-ce que les rivières lavent sans être reconnues comme les femmes? Personnellement, je fais aucune tâche ménagère, jamais. Donc je ne m'identifie pas à cette métaphore, mais je comprends l'idée. Pour rebondir là-dessus, en fait, je pense qu'on a été déconnectés de nos rivières. Justement, tu vois, on n'a jamais appris comment fonctionne une rivière, pourquoi on dépend d'une rivière. Parce qu'en fait, sans les rivières, on n'aurait pas d'eau au robinet. On n'aurait pas non plus, on pourrait pas se baigner, profiter d'un cadre calme. Avoir de l'énergie aussi. On va avoir de l'énergie, effectivement, parce qu'on refroidit nos centrales nucléaires grâce aux fleuves, faut se le dire. Ouais. Et donc quand il n'y aura plus d'eau dans les fleuves... Et quand il n'y aura plus de fleuves, il n'y aura plus d'électricité, tout simplement. On rappelle juste une stat un peu inquiétante, je crois d'ici 2100, avec la fonte des glaciers alpins, on estime qu'il y aura à peu près 40% du niveau d'eau en moins, enfin du niveau, c'est mal dit, mais 40% de débit en moins sur le Rhône. Le Rhône où sont installées énormément de centrales nucléaires, enfin un parc les barrages hydroélectriques. Les barrages hydroélectriques. Donc évidemment, se pose la question de comment on va refroidir ces centrales. Et rouler en électrique. Bon, bref, voilà. Comment on va faire? Donc en fait, tout est lié à l'eau, tout est lié aux rivières, et ça, on l'a complètement zappé, quoi. Et donc c'est pour ça que je parle de reconnaître les droits des rivières, parce qu'on a besoin de se reconnecter à ces rivières. Et encore une fois, solution collective. Il y a un collectif de citoyens qui s'est créé avec Marine Calmet, qui est juriste des droits de la nature, et qui plaide pour reconnaître les droits de la Seine. La Seine n'est pas une piscine olympique, hein. La Seine a des droits et elle a besoin d'être reconnue pour être dépolluée, pour être protégée. Et donc, il y a un collectif qui s'appelle les Gardiens de la Seine, les Gardiennes et Gardiens de la Seine. Je vous invite à aller voir sur leur site internet et à faire partie de ce collectif parce qu'on en a besoin. C'est vrai qu'on s'intéresse à la Seine pour la dépolluer, pour aller se baigner, que pour les JO, alors que non, en fait. Alors qu'elle souffre et qu'elle souffre à cause des industries, du nucléaire aussi. Enfin voilà, on a vraiment besoin de prendre soin de la Seine. La Seine avant était adorée via une déesse qui s'appelait Sequana, et on faisait des offrandes à la Seine. On donnait des offrandes à la Seine parce que c'était une déesse, une divinité. Voilà. Yeah. Ça me parle. Je sais pas si on est sur la fin là, c'est ça? Maintenant? Bon, on est sur la fin. J'espère 2 minutes. 2 minutes. Non, mais je sais pas s'il y a une question très rapide ou sinon pas du tout. Non, personne n'a envie de parler d'eau là. Tout le monde est au sec, tout le monde est là, trop cool. Exactement. Non, mais alors juste pour terminer cette conférence, donc Swan, tu le redis, c'est à quelle heure ton spectacle ce soir? C'est à 20h10. Je fais 50 minutes de stand-up. Ça va être vraiment cool. C'est ton nouveau spectacle Calme? Ouais, c'est un spectacle qui parle de colère. Donc je vais faire du stand-up, on va improviser. Normalement, je vais créer des petites chansons avec ce que vous me racontez. Ça va être assez rigolo, je pense. Okay. Et toi, donc Charlène, si on veut te retrouver, je crois que tu es en dédicace à la librairie. À la librairie juste en face. Voilà. Bon, mais merci en tout cas de nous avoir écoutés. Ouais. On vous espère que ça vous a plu. Merci les amis. Et puis à bientôt.